Salut les amis, on est lundi matin et on se retrouve après cette défaite de l'équipe de France face à Israël. Je vais pas vous mentir, le dimanche soir a été compliqué. Enfin, moins compliqué quand même que mon ami marseillais Erwan qui a durablement perdu dans la course à la deuxième place ou en tout cas la première place pour les Olympiques. Ça va mon grand? Ouais, écoute, il y a des dimanches. Écoute, je m'étais levé dimanche, content de cette victoire contre la Slovénie. Je suis allé manger avec mon ami Brad Turner. Je suis rentré chez moi, il était 22h30, pas trop tard pour un samedi soir. Je me suis levé bouillant. Je suis allé à la salle, mon appart était nickel. Je me suis dit, je vais passer une grande journée de sport. Et puis donc j'ai mangé 2 défaites, la première au basket donc face à Israël avec un petit match de l'équipe de France, on va y revenir, et puis le dimanche dans un match qui apparemment était un match de football, l'OM a perdu 1-0 dans un Olympico. Donc voilà, je suis allé me coucher un petit peu le seul et l'esprit le cœur lourd, exactement. Heureusement qu'Isaac Adjar t'a régalé. Exactement. Heureusement qu'il y avait la Formule 1, même si bon les couilles. voilà. Bravo Isaac en tout cas. Bien sûr, bravo. Un Français sur un podium si jeune comme ça. Rookie en plus, bravo. Bravo mon grand. Allez, parlons de basket bien sûr, parce que vous savez, First Team c'est le temple du basket et de tous les baskets. Vous nous suivez sur YouTube là ou en audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc merci à vous de nous soutenir. Aujourd'hui on va parler de France-Israël bien sûr. On va se projeter sur le France-Pologne de demain soir. Le match est à 20h30. On sera en direct comme toujours pour débriefer ce match. Pas Stephen, peut-être Thomas Larokis. Thomas, si tu nous entends, pardon, je t'attends ici présentement. Thomas Larocchi sera là mardi soir. Voilà. Merci, je l'attends présentement. Le dispositif est toujours le même. En direct après chaque match, sauf hier, parce qu'il fallait qu'on se repose. La couverture sur place à partir de vendredi, enfin samedi pour les 8e de finale. On va à Riga. Si vous êtes sur place, comme toujours, vous nous envoyez les petits tips. Même si on a revu la liste des choses à faire à Riga, on va peut-être aller en Lituanie du coup. Voilà. Allez, bon, avançons. Et tous les résumés, vous avez vu, hein, tous les résumés sont disponibles sur les réseaux sociaux. Et Ayman vous fait une petite pastille voix off, voix suave bien sûr, pour vous raconter ce qu'il s'est passé d'important la veille. Et on en parlera dans quelques instants parce que Bogdan Bogdanovic notamment est out pour la fin du tournoi. Le capitaine serbe is out. Hier, Simone Fontecchio qui a mis 39. Bref, on en parle en fin de journée. Erwan, on est à J+1, comme on disait sur Canal Avant. Et tu n'es pas Stéphane Guy, mais tu vas quand même essayer de nous dire quel est ton ressenti après comment te dire, la terrible défaite d'hier soir. Enfin, j'ai été énormément frustré après à chaud. Sur la fin de match, et évidemment les quelques minutes après le match, j'étais très déçu. Il y a plein de choses qui m'ont échappé. Après, avec le recul un petit peu, c'est bien des fois de faire des débriefs avec le recul. Je me dis que on le dit depuis le début de cette prépa, on le dit depuis le début de la compète aussi. C'est un nouveau chapitre avec un nouveau coach qui est jeune à ce niveau-là et une équipe qui est jeune aussi pour ce niveau-là. Et quelque part en 48 heures, on a tout vécu de cette équipe de cette nouvelle aventure. Le meilleur comme le pire, vraiment. C'est ça. Ce match face à la Slovénie, qui était un match statement parce que tu joues Luka Doncic, même si la Slovénie, c'est quand même pas un basket fantastique, et que c'était important de le prendre, même si je pense que c'était pas un exploit de battre la Slovénie, mais c'était important de gagner ce match-là. Et derrière, 24 heures après, avec l'émotion de jouer fort Luka, avec tout ce que ça amène, les arbitres sur ce match face à la Slovénie qui nous ont mis dans le dur, toute la pression qu'il y avait de perdre ce match-là. Derrière, tu dois arriver 24 heures après dans un match où là, t'es grandissime favori. Eh ben, on a vu que que à tous les niveaux, que ça soit sur le banc, sur le coaching staff et les titulaires, l'émotion a pris un peu le pas sur un match où tactiquement aussi on n'a pas été bon, on n'a pas su répondre à cette zone match-up, on a été battu. Bien sûr. C'est à ce niveau-là aussi, tu as tout à fait raison. Et on a vu tout ce qu'une équipe jeune pouvait amener de bien, la fougue, la folie. Avec Sylvain Francisco sur le match face à la Slovénie, et puis l'émotion qui a pris le dessus, et où on a voulu repartir dans l'individualisme beaucoup trop. Et ben voilà, on s'est fait cueillir. Donc en 24 heures, on a tout vécu avec cette équipe-là, mais c'est normal. La génération Parker, Boris, ils ont eu aussi leur match kata, et c'est bien pire que ça. La Nouvelle-Zélande, le Liban, on s'en souvient de ces matchs-là qui étaient des dingueries, et c'était une équipe qui était quand même plus en avance que cette équipe de France-là. Pendant qu'Erwan était en train de discuter, vous avez vu tout le résumé donc derrière vous en double fenêtre. Donc merci à la FIBA pour les images, on a le droit d'utiliser. On est ravis, et j'ai pu revoir des TG de Denis Avdia et de Madar. Là, comme tout le monde, je l'ai très mal vécu, bien sûr. Quelques stats
qui vont permettre d'apporter au débat. Erwan le disait, on a été out-coaché sur les facteurs importants du basket, on n'a pas été bon. La bataille du rebond, perdre de 9 rebonds, la bataille du rebond, malgré l'absence d'Alex Sarr, bien sûr. Même Jaïté, il était le seul pivot. On a vu Jalen Howard jouer 5, on a vu Gershon jouer 5, mais dans ces petits trucs qui font que tu fais un bon match de basket, on n'a pas été adroit, on a été battu au rebond, on n'a pas su attaquer une zone, on a fait que du 1 contre 1, bah oui, en fait, on pouvait pas gagner. Et de perdre de 13 points, moi, c'est ça que je retiens plus qu'autre chose, et on continuera de détailler ce qui s'est passé dans le match, mais la manière dont ils ont complètement lâché la fin de match, c'est ça qui m'a le plus peiné. Tu peux perdre. Un match de basket, tu peux perdre. Mais perdre de cette manière sur les 2-3 dernières minutes, là, ça m'a vraiment embêté. Sur la manière, il restait 2 minutes 30, alors certes, il y avait un écart de 9 points, on a arrêté, on a baissé les bras. Mais on était même pas si loin que ça. Ouais. Enfin, à 3 minutes, on était encore dans le match. Souvent, on se disait, on peut revenir. Voilà. À un moment donné, on a abdiqué. Dans le body language, sur les 3 dernières minutes, il est catastrophique. Donc, on a abdiqué. Mais ça, c'est des trucs qui vont voir la vidéo, on va leur dire ça, plus jamais. Donc, c'est pour mieux que ça arrive en poule, tu veux dire. Exactement. C'est un match de poule, on peut encore être premier de la poule. Donc, mais par contre, oui, là, j'espère que les 3 dernières minutes et les attitudes, ils auront plein d'autres choses à voir, mais les attitudes, le body language, ça peut pas exister dans un euro. Maintenant, je voudrais revenir sur la bataille du rebond. On est l'équipe la plus athlétique du tournoi, on ne peut pas être battu sur cet aspect-là face à une équipe qui l'est beaucoup moins. Après, il y a quand même des choses aussi, et c'était, je pense, un jour sans, le nombre de fois où on a des rebonds dans les mains. La balle glisse. Et les ballons qui glissent, les ballons qui vont en touche, et on se rentre dedans, et ça fait rebond offensif. C'était vraiment il y a des signes, et Steph le disait dans le groupe qu'on a tous les trois, il y a des signes, on se dit, oulala, ça va être un match compliqué. Ça va être un match compliqué. Et ça l'a été, parce qu'on n'a pas su par l'intensité déjà, même si pour moi, il y a pas que ça, et heureusement, mais par l'intensité, on n'a pas été trop agressif. Il y a trop de rebonds où on les a dans les mains et finalement, on rend des possessions aux Israéliens. On n'a été pas agressif. Je pense que Mam Jaïté, Alex Sarr et Pala, t'es le seul pivot. Mam, tu peux pas donner autant de fautes que tu as donné en faisant des pressions 2 mètres au-dessus de la ligne à 3 points. Tu prends des fautes sur des box-out oubliés. Tu peux pas faire ça. Et hier, Mam Jaïté, il est à presque 20 minutes de temps de jeu. Il finit à 9 points tout de même, à 5 rebonds, moins 7 de plus-minus. Ce qui est dommage, c'est que à la fois, je trouve qu'il a pas fait un très bon match, malgré des stats honorables. Mais à côté de ça, on va demander à Mam Jaïté de jouer 2 ou 3 fois au-dessus de son niveau. C'est un peu ça que j'entends quand tu dis ça. Non, c'est pas ce que je reproche à Mam Jaïté. Il met 9 points hier, il peut en mettre 14 sans forcer. D'accord, mais il a les ballons qui glissent, oui, bah ça lui arrive, on le sait, ça lui arrive en fait. Ça fait partie de ses qualités et défauts. Il y a des fautes parce que finalement, le small ball qui peut être quelque chose de bien, finalement, dans sa gestion, lui, de la part de Freddy Fotoux, et dans sa gestion des fautes, ben, en fait, on a été obligé de jouer small ball beaucoup trop souvent. Encore une fois, il fallait, je pense, se gérer sur les fautes autour de Mam par rapport à l'absence d'Alex Sarr. On n'avait pas de pivot derrière. Et là, c'est là qu'on se dit que l'absence de Diabaté, elle est terrible pour cette équipe de France. Et quand je me projette sur d'autres combats qui vont nous attendre, à commencer par les Polonais mardi, et j'attends de voir les 8e, les quarts, les demi, on espère. Je me dis qu'en fait, faut qu'Alex Sarr revienne rapidement. Et à 100%, parce que c'est par précaution qu'on l'a pas joué. Parce que sinon, avec un seul pivot, le small ball, ça suffira pas. Mais on savait qu'on était limité sur le poste de pivot, on le savait. Surtout dans un championnat d'Europe où il y a des grands partout, des mecs de 2m20, des MVP de NBA. On sait qu'on est un peu limité. Donc si malheureusement certains ne peuvent pas jouer, on se met même dans la merde. L'équipe, elle descend de niveau assez clairement. Il y a un truc qui était terrible à vivre hier, c'est que on sortait du match de la Slovénie où Sylvain Francisco a été exceptionnel sur tous les aspects du jeu. On en a beaucoup parlé il y a 2 jours ensemble. Où la cohésion d'équipe, j'ai vu du passing game, des extra passes, des coupes. Là, on n'a absolument rien vu dans la cohésion, dans l'expression collective de ce qu'on pouvait faire en attaque sur le match de la veille. Parce que déjà, c'est le match d'après. C'est le match d'après. Encore une fois, tu sors d'un super match, d'une belle perf face à la Slovénie, parce que jouer Luka en FIBA, c'est toujours compliqué dans des matchs de merde, on l'a déjà dit. T'arrives face à Israël, où là, t'es grandissime favori. Et en face, derrière, ils vont te casser le rythme. Il l'a dit, Nico, au commentaire, ils nous ont amenés dans un match de merde où très tôt, ils font cette zone match-up et on n'a pas réussi à trouver les solutions. Honnêtement, et c'est normal, Gershon, Freddy, à la fin du match, on a joué trop perso, on n'était pas dans l'intensité, défensivement, on n'a pas... Oui. Mais tout ça, c'est parce que tactiquement, on n'a pas été prêt à attaquer cette zone match-up israélienne qui, pour nous, qui change tout dans le game plan des Français. On sait qu'on a 3 systèmes sur lesquels on évolue. Alors, c'est la compète, hein. C'est un jeune groupe, t'as pas le temps de mettre 60 systèmes en place. C'est pas comme quand t'es dans un championnat, dans une saison plutôt.
Mais en fait, hier, j'ai trouvé qu'on a manqué beaucoup de solutions et que nos talents individuels n'ont pas suffi. C'est ce qui nous avait plu sur la préparation et sur les premiers matchs. On avait vu quelque chose d'intéressant en attaque. Alors c'était aussi du fait parce que Sylvain était tellement fort contre la Slovénie et du coup on n'a jamais eu ce mec-là qui était capable de transpercer la défense et de faire du playmaking. On a vu Elie mettre des tirs, tu vois, on a vu Zachary mettre des tirs, mais on n'a pas vu un gars qui était capable à un moment donné de mettre du lien en fait tout simplement en attaque. On a beaucoup de mal. Je trouve que on joue petit. Je trouve que souvent, quand on drive... Dans le spacing, tu veux dire? Ouais, dans le spacing. Pourtant, il y a beaucoup de tirs à 3 points qui sont bons, oui, tu vois. Mais je te parle dans les relations intérieures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de drive où Théo arrive à le faire un petit peu, Sylvain arrive à le faire, même si on l'a un peu moins vu, Elie peut le faire, mais je trouve que quand ils drive, ça vient très vite fermer, et quand ils sont ouverts même, ils vont rajouter des extra passes. On est encore dans un espèce d'entre-deux où on n'arrive pas à jouer pour soi et l'action d'après à essayer de jouer pour l'autre. On n'arrive pas à trouver pour l'instant ce juste équilibre, et encore une fois, à tous les niveaux ça marche. T'arrives. Certainement, les gens, on n'oublie pas que c'est 24 heures pour la Slovénie. T'arrives, tu joues une équipe où t'es avec un statut de favori et tu prends cette zone match-up très relou. Je suis, mais sur lui, on suit pas. On arrive, on se passe les joueurs. Et que derrière, t'arrives pas à trouver d'adresse à part Elie. Et ça marche de département à l'Euroleague et à un Eurobasket. T'as plus en rythme. Et Freddy, il arrêtait pas de dire prenez des tirs en rythme sur les temps. Prenez des tirs en rythme. Parce qu'en fait, les Français n'ont jamais réussi à trouver du rythme sur cette zone match-up là. Pourtant, quand Elie a un coup de chaud, on est à +1 début du 4e quart-temps, je me dis ça va passer. Et là, on repart dans un truc individuel. On a du mal à avoir des ancrages bas avec Gershon, où on met, encore une fois, je le trouve, on met la balle trop tôt sur Gershon. On a attendu que ça soit un playmaker comme Draymond Green ou Boris Dio peut le faire. Ce n'est pas les qualités premières de Gershon. Donc, on s'est fait out-coacher, on n'a pas trouvé les solutions et on s'est fait attraper. Dans le 4e carton, on s'est fait out-coacher. Regardez les stats du dernier quart qui était véritablement terrible à vivre. 27-13, on chute à 5 sur 22. On va pas une fois sur la ligne des lancers francs, on perd 4 ballons. En face, ils sont sur un nuage. Je le disais tout à l'heure, Deni Avdia a montré qu'il était le meilleur joueur sur le terrain hier soir, tout simplement. 11 sur 17 au tir, des lancers francs, peu de perte de balles. Regarde-moi ça, 23 points, 8 rebonds, 5 steals. C'est un joueur qu'on adore. Hein. Et il fait une très bonne saison du côté de Portland. Il est en pleine progression. C'est un vrai leader. Il a été énorme, Erwan, hier, à dire. Et puis j'ai l'impression qu'il a rien forcé. Ouais, c'est vrai. Il a rien forcé, un vrai leader qui a mis les tirs qu'il fallait, il nous a fait très mal à des moments clés. C'est là qu'on voit qu'il a franchi un cap. Bon, de toute façon, il fait une fin de saison avec Portland. Tu mets pas 28 points sur les 2 derniers mois de compète comme ça en NBA par hasard. Dans une équipe où tout le monde dit « Ouais, Portland, c'était nul. » Non, Portland, ils ont gagné des matchs. Portland, sur la fin, ils espèrent le play-in. Donc, ils jouent pour gagner des matchs. Donc, non, c'est un vrai beau joueur. Une très belle évolution de ce mec-là. Poste 3, 4, rapide. Qu'est-ce qu'il va vite, balle en main. C'est un vrai shooter, genre très complet. C'est le poste 3 moderne, en vrai. C'est ça. Et très bel athlète. Donc, non, c'est des beaux, très très beaux joueurs. Il nous a fait mal. Tomer Ginat, qu'on a connu en France, bien sûr, finit lui à 14 points. André Pierre. Tout à fait, André Pierre. Yam Madar était excellent. Le TGE après cross, là où il célèbre et tout. C'est dans ces moments-là où on se dit, ce match va nous échapper parce qu'il y a quand même 2-3 gars qui commencent à être en feu et on n'arrive pas à répondre, malheureusement. Il y a eu des choix de coaching aussi hier. On a beaucoup vu Nadir. Je vais te donner son temps de jeu. Nadir Ifi, hier soir, qui a eu des temps de jeu faméliques sur les premiers matchs. Il finit à 15 minutes de temps de jeu. Il marque malheureusement que 2 points, à 1 sur 8, à 3 points, au tir, pardon. On sent que dans ce moment où il n'y avait pas de rythme, où on n'arrivait pas à trouver de la mire, Freddy Fotoux a essayé de jouer avec Nadir et sa capacité à mettre des paniers tout seul. En fait, on a l'impression que Nadir joue beaucoup, alors qu'en fait, il joue que 15 minutes. Par contre, il a 2 passages très longs. C'est ça, en fait, qui nous donne cette impression-là. En première mi-temps, je trouve qu'il reste très longtemps. Nadir, on le connaît, il est... Sur son premier passage, on sent que c'est compliqué, des 2 côtés du terrain en plus, qu'il essaie de forcer un peu, mais c'est son jeu et c'est pour ça qu'on le met sur le terrain. Ça marche pas, je trouve qu'il reste... Son premier passage est assez long, et l'équipe de France a un premier creux là-dedans. Et sur son deuxième passage, je trouve que... Oui, on sait que Nadir est un magicien qui peut faire basculer des matchs, mais là, on est sur une attaque de zone match-up. Je reviens vraiment là-dedans. Quand c'est du one-one, quand c'est de l'homme à homme, ok. Là, sur une zone match-up, la solution doit être collective. Et je trouve qu'on l'a beaucoup trop regardé. Et Nadir, là où il est le plus fort, c'est créer, décaler pour lui, attaque de close-out, ou sur de la course, ou sur de la transition. Hier, c'était pas ça. Tout était sur demi-terrain. Et forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour Nadir de pouvoir créer. Donc oui, je trouve qu'il a eu 2 passages assez compliqués, Nadir, et des passages très longs. Ça veut dire qu'on lui a fait confiance, on l'a laissé, et tu rates 1 tir, 2 tirs, 3 tirs. Alors, je veux bien que ce soit Nadir et qu'il ait une mémoire très courte et qu'il passe souvent au next play,
Mais à un moment donné, quand tu rates, on a senti que c'est rentré dans sa tête et que c'est rentré dans la tête de tout le monde. Il y a un moment donné où il revient sur le terrain, il fait un bon décalage pour Elio Kobo qui tire à 3 points et tu te dis, voilà, sur un des petits mini-flashs, là, peut-être qu'il va être capable de... Malheureusement, il a pas trouvé la mire. Je le disais tout à l'heure, de toute façon, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Il y a que Elio Kobo qui a ce gros passage avec ses 3 tirs à 3 points consécutifs où tu dis, ok, Eli va encore nous faire gagner. Une des bascules du match, c'est Eli est en feu, il met un 3 points pour qu'on passe devant, on passe devant. Derrière, il a un tir, il fait feinte, step back à 45 à gauche là dans le elbow, il shoot et ça fait gamelle. Une énorme gamelle. Et là, pour moi, c'est une des bascules parce que s'il met, je pense qu'on s'en va vers la victoire. Et là, derrière, je pense qu'après, on ne mènera plus jamais de la rencontre. Pour ceux qui sont en podcast en train de revoir le tir avec la faute à 3 points, le step back d'Elio Kobo à la fin du 3e quart-temps, c'est l'une des satisfactions de ce match-là. On va quand même parler des choses positives. Zachary Zaché a été très bon. Alors là, c'est les stats d'Eli, merci. Zachary a été très bon en 24 minutes. Lui, il finit à 14 points. 2 énormes contres. Et avec une petite gourmandise, notre Zach, sur le tir en contre-attaque, là, il voulait finir le top 10 de la soirée. Erwan, parle-moi un petit peu de Zachary qui est en sortie de banc pour le coup, sort une nouvelle fois une bonne performance, surtout avec de l'adresse et on en a besoin. C'est une énorme usine. C'est une usine à basket. On le voit, il est en phase avec son tir, il les prend avec confiance et ça fait énormément de bien parce qu'on n'est pas 40 à pouvoir mettre des tirs extérieurs. Et hier, on finit à 8,32. Ouais, et puis 25%. Et puis il a toujours quand même cette énorme activité au rebond. Et puis sur transition, c'est un avion de chasse. Alors il y a Yanis dans cette compétition qui sur jeu rapide et open court est intenable. Mais Zachary, ce qu'il arrive à faire dès qu'on arrive à avoir de la vitesse, c'est quand même. Je trouve que hier il joue pas assez. Je trouve qu'à un moment donné, il joue pas assez et qu'on ne court pas assez, qu'on ne fait pas assez courir Zach, qui chaque fois va décanter des choses. Donc, mais ça me fait revenir au fait que je suis très rassuré du début de compétition de Zachary Zaché en sortie de banc. Mais je me dis aussi que hier, Freddy Fotoux, où on a loué les qualités, notamment face à la Slovénie, et même en prépa de toujours trouver le bon 5 à des moments, hier, il a beaucoup pianoté. Et finalement, on n'a installé personne dans cette rencontre-là. Et au moment où le match se bascule, nous, on est encore en train de... Vas-y, à toi, ressors, rentre. Et en fait, on n'installe personne dans le money time. Et ça c'est une qualité, c'est ce qu'on a loué, tu viens de le dire, on l'a loué sur la prépa, on l'a loué sur les débuts de la compétition, pardon. Contre la Slovénie, ça a marché. Mais moi, j'ai du mal à lui tirer dessus. Non, parce que regarde les temps de jeu, finalement, c'est Gershon 28 minutes, Zachary, c'est le 2e temps de jeu à 24. Tu vois qu'il joue 5 minutes de plus. Mais hier, en fait, non, mais c'est surtout dans le money time. Mais en fait... Encore une fois, c'est une équipe de France jeune, un groupe jeune, nouveau. Donc les réglages, oui, ce qui peut marcher sur un match. Et bravo sur toute la prépa, bravo sur le match face à la Slovénie. Mais hier, en fait, je trouve qu'à un moment donné, il faut dans un match bourbier compliqué, on a du mal à avoir du rythme. Il faut peut-être sur le money time foutre un 5 et les laisser un peu s'installer parce que c'est très dur de rentrer, sortir quand t'as jamais plus de 2-3 minutes de temps de jeu, surtout sur les arrières. Mais tu dis ça aussi à un moment donné où on prend la marée. Parce que je rappelle que je regardais le dernier moment où on est devant, je vais pas vous dire de bêtises. Je pense que c'est 8 minutes, je pense. Exactement, on est à plus de, il reste 8 minutes. Et c'est à ce moment-là où ça part en couille, où ils cherchent des solutions. Je l'ai pas dit, mais Jalen Howard a fait un très bon match. On l'a vu présent dans les petites... voilà. Jalen joue exactement, je vais te donner ça. Il met 12 points dans le match. Ouais, 12 points, 4 rebonds, 2 steals, à 6 sur 8. Il a été très adroit dans ce moment-là. Il est où mon petit Jalen? Il a joué 20 minutes. C'est le 3e temps de jeu du match. Il est très bon en bout de chaîne. Qu'est-ce qu'il est fort pour se resituer sur des finitions. Je trouve qu'on s'en rend pas assez compte. J'aimerais bien qu'on l'utilise beaucoup plus sur les pics, pas pick and roll. Pick and dive. Non. Roll. Non, short roll, merci. J'aimerais bien qu'on l'utilise beaucoup plus sur les short rolls. Il a un petit tir à mi-distance, il est fort sur un contre 1 pour aller provoquer des fautes. Après, on trouve 0 short roll. Hein. Enfin, je veux dire, dans notre jeu aujourd'hui, on va un peu parler de tactique, il y a des choses à dire sur le 5 majeur, mais aussi dans notre jeu. On a 0 alley-oop, alors c'est même Jaïté le pivot, donc évidemment on va pas lui demander de tout arracher, mais dans l'esprit, la petite balle lobée, on l'a pas du tout. Tu vois des short rolls, toi? 0. Gershon jamais trouvé dans le short roll, alors qu'il peut être très bon. Bien sûr, Jalen Howard, de ses qualités premières. Bah, bien sûr, mais on n'a pas de short roll. Tu parles de Gershon, j'aimerais qu'on ouvre vraiment je sais pas si tu avais prévu de le faire tout à l'heure, mais bon, si tu veux, j'aimerais qu'on ouvre le chapitre Gershon parce que il faut qu'au bout d'un moment on mette le nez dedans. C'est que il est devenu capitaine, il a ce rôle, on le voit, qu'il embrasse complètement. Ça lui tient à cœur, il a envie d'être le capitaine. Maintenant, je trouve que faut pas oublier la qualité première de Gershon. C'est un mec de bout de chaîne, c'est un mec sur des ISO qu'on l'a vu notamment, on se souvient quand il a détruit Daniel Theis au JO, mais c'est pas un mec qui doit, pour moi, avoir la balle si tôt en attaque et dans le rôle dans lequel on espère. Aujourd'hui, toutes les équipes qu'on joue, que ce soit en prépa ou à l'Euro, sur le jeu direct Gershon, il est trappé. Prise à 2 systématique. Prise à 2 très agressif. Ouais, tout à fait. Et ça le met pas en confiance et ça lui fait rentrer dans un style de jeu qui est moins le sien.
Même s'il essaye de bien faire. Mais justement, il essaye presque de trop bien faire. J'aimerais que, oui, Gershon en post-up, mais que ça soit peut-être plus tard sur l'attaque, mais qu'on essaye d'aller le chercher sur des trucs à lui, qu'il soit face au cercle, sur des short rolls, parce que c'est une machine à mi-distance. On sait aussi qu'à 3 points, il peut être très fiable. Là, je trouve que le faire jouer sur du post-up comme ça, comme si c'était Boris Dio, ce n'est pas Boris Dio. Il est plus scoreur que Boris, il est moins passeur que Boris. Donc en fait, il y a quelque chose pour l'instant qui m'échappe et je pense qu'on doit régler ça déjà pour qu'on retrouve l'efficacité de Gershon en attaque. On a archi besoin de lui. Rappelons que c'est quand même sur les 4 dernières compétitions le meilleur Français, le plus régulier en tout cas. Donc et puis lui, je pense qu'il faut qu'il retrouve de la confiance aussi parce que quelqu'un me confiait qu'être capitaine de l'équipe de France, c'est aussi très énergivore. Il y a beaucoup de choses à gérer sur et en dehors du terrain. Donc, il faut essayer maintenant de donner les outils à Gershon pour lui faciliter les choses en tant que joueur. C'est qui ce quelqu'un-là? C'est quelqu'un qui a été capitaine de l'équipe de France qui m'a. Très bien. Tu sais qu'on c'est pour ça se renseigne. Quand je disais quelqu'un, parce qu'on connaît beaucoup de capitaines ou anciens capitaines de l'équipe de France, donc je posais la question. Ce n'était pas une question piège, enfin, ça bégaye comme ça, ça bégaye. Ça bégaye. On dirait ton défenseur là hier qui a fait le tacle magnifique là. Comment il s'appelle, c'est Murillo? Bravo à lui. C'est pas Murillo, non, c'est l'anglais là. Je sais pas, frère. Il y a une équipe. De toute façon, hier j'ai regardé un match, je connaissais aucun joueur, parce que déjà il y a la moitié de l'équipe qui s'appelait Lacombe. Alors, paix à son âme, RIP Lacombe, Bernard bien sûr, le grand homme de Lyon, mais je ne connais pas les mecs. Donc moi ça me pose un problème. Moi j'en connais un, c'est un de trop, c'est Balerdi. Non, mais bref. Belle intervention. Bref. Bon, revenons au sérieux, Erwan, avec les stats de Gershon sur les 3 premiers matchs. Il est à 8 points, 4 rebonds, 2 passes, 27% au tir, 25% à 3 points, 25 minutes de temps de jeu. Ça, c'est le plus gros temps de jeu de toute l'équipe. Malheureusement, il y a quand même 4 mecs qui ont une moyenne, 5 mecs qui ont une moyenne plus élevée que Gershon. On avait beaucoup dit, tu sais, dans la prépa, dans la preview, qu'on avait besoin qu'il soit au moins au scoring, le leader, qui soit à 13-14 points, on n'y est pas du tout pour l'instant, malheureusement. On n'y est pas du tout, mais c'est pas le fait qu'il soit à 8 points qui me dérange. En fait, il y a 4 mecs devant lui parce que c'est ses pourcentages qui sont très faibles. Parce qu'en fait, ça te dérange quand même. Parce qu'en fait, en fait, on joue comme il a les ballons, il a les ballons pour être une première, une deuxième option. Mais encore une fois, c'est ses pourcentages parce qu'il est dans des zones, parce qu'il a la balle tôt en attaque, alors que ce qui nous plaisait, ce qui nous a régalé avec Gershon, que ça soit en équipe de France, que ça soit au Real, que ça soit même avec les Sixers, et on l'espère avec les Knicks la saison prochaine, c'est qu'il arrive plus tard dans les attaques, sur du bout de chaîne. Il est bon pour sanctionner à 3 points, pour élargir, pour attaquer les close-out, et ou sur des fins de possession où tout le monde est un peu, où les défenses sont un peu moins attentives, pour avoir du post-up et être agressif à ce moment-là. Je le dis, je le répète, quand au bout de 17 secondes, il reste 17 secondes d'attaque, Gershon à la balle, et que tout le monde vient en aide à l'opposé, et qu'on vient trapper côté ballon, c'est compliqué de trouver des solutions pour lui. Donc j'espère qu'on va essayer de repenser un petit peu le jeu de cette équipe de France autour de Gershon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, pour aller loin dans cette compète, que Gershon redevienne un Gershon primordial, efficace, et pour qu'il devienne un joueur efficace, redevienne le joueur efficace qu'on a connu depuis plusieurs saisons, eh bien, il va falloir 2 choses. 1, peut-être que tactiquement, on le mette dans 2 dispositions. Là, je te rejoins complètement, c'est ce que tu viens de dire. 2, que lui embrasse pas le rôle de capitaine, le rôle de joueur. Il faut qu'il se remette à jouer au basket, en fait. Là, c'est comme si c'était un gars qui avait beaucoup de choses à apporter. Tu l'as dit tout à l'heure. T'es capitaine de l'équipe de France. On l'a vu répondre sur les réseaux sociaux après le match contre la Slovénie. On sait tous qu'il a envie de bien faire. C'est un bête de mec, c'est un gars intelligent. Mais nous, on a besoin de Gershon, joueur, avant toute autre chose. Avant que ce soit une voie hors basket, j'ai envie de dire hors terrain, on a besoin qu'il redevienne un gars qui s'éclate sur le terrain, parce que pour l'instant, je le vois faire des trucs qui lui ressemblent pas. Je prends la balle, je pars en dribble, je perds des ballons et tout. Je fais, attends, c'est pas Gershon, ça. Voilà. Oui, après, c'est le début de la compétition. C'est le début de la compétition, il reste 15 jours. Il est frustré, il y a encore une fois, je te dis, moi, je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est d'être capitaine de l'équipe de France. Et je pense que tu les boules pas en disant, ok, les gars, ça va être cool. C'est un rôle très particulier d'être capitaine de l'équipe de France, encore plus quand t'es un peu le daron d'une équipe très jeune. Il y a plein de choses donc pour moi, tout ça, en fait, ce sont des étapes. Alors, il y en a l'étape de la Slovénie, elle était cool. L'étape d'Israël, elle est moins cool parce que c'est une défaite qui est amère. Mais tout ça, pour moi, c'est des briques sur la construction de cette nouvelle équipe. Alors, elle est très frustrante, cette défaite. Mais je suis persuadé que mardi, face à la Pologne, ça sera beaucoup mieux. Eh ben, on a intérêt. On a intérêt parce que regardez le classement. Oui, l'équipe de France s'est tiré une mini balle dans le pied. Il y a que le doigt de pied là qui est parti pour l'instant parce qu'on est 3e aujourd'hui. Et vous savez que, bien sûr, c'est des poules de 6 dans cette poule D. Ce sont les 4 premiers qui vont se qualifier. Mais quand t'es 4e, tu vas tomber contre le premier de la poule C. Et le premier de la poule C, ça va être la Grèce, il y a l'Italie qui marche bien. Voilà, c'est ce groupe-là qu'on a pu suivre hier soir. La Pologne est invaincue pour l'instant.
Ils sont invaincus et ils ont joué contre Israël et ils ont joué contre la Slovénie. Donc gros coup à domicile bien sûr pour les Polonais hier soir avec la victoire à la fin du match face à l'Islande. Je regardais ça, les Islandais c'était à 2 doigts de leur faire à l'envers, avec d'ailleurs beaucoup d'Islandais dans la salle. C'était très sympa à suivre. Finalement ils s'en sont sortis. Israël, au bénéfice du goal average particulier, passe devant la France. Donc, victoire impérative pour l'équipe de France. Mardi soir, 20h30, on sera en débrief juste après. Je vous montre les codes sur Winamax tout de suite et vous allez comprendre que nos traders pensent que la France est grandissime favori. Incroyable. Alors, franchement, on parie jamais contre la France, mais si j'étais neutre, je serais allé à fond parier sur la Pologne. Comme toujours, si vous voulez nous rejoindre sur Winamax, ça se passe de cette manière et on fait très attention au jeu, bien sûr, on compte sur vous. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Voilà, les codes en disent long sur la confiance qu'on a en notre équipe de France. Ça me paraît un peu... Enfin, ça représente pas exactement le match qu'on va voir, disons-le, Erwan. Hein. Non, alors les Polonais sont un petit peu en feu, ils sont chez eux, mais après on sait que c'est une équipe quand même qui, déjà athlétiquement, on est largement au-dessus. Et honnêtement, le meilleur match des Polonais, ça a été face à la Slovénie. Le premier match d'ouverture à domicile. Avec Jordan Lloyd qui met plus de 30 points. Hein. Voilà, après on a... comment il s'appelle, Polinka qui est en feu aussi. Maintenant, on voit que cette équipe d'enchaîner les matchs, c'est pas une équipe d'athlètes. C'est dur. Et hier, on l'a vu face à l'Islande, c'est dur aussi. Donc là, ils vont avoir un jour de repos, certes, mais là, dès demain soir, ils vont se prendre des Français revanchards sur la gueule. Donc encore une fois, moi, j'ai envie d'être confiant pour ce match-là, entre les ajustements tactiques que va faire Freddy Fotoux, entre l'esprit revanchard que vont avoir ces Français après cette contre-perf face à Israël. J'ai envie d'aller confiant pour ce match face en Pologne. Ça serait là aussi, encore une fois, un nouveau statement pour cette équipe, gagner les Polonais en Pologne. Voilà, alors on est dans un énorme match à pression. Dans un énorme match à pression. Tout à fait. J'ai envie de faire confiance à cette équipe-là, retrouver un petit peu des valeurs collective, et puis surtout j'espère qu'on va travailler quand même un petit peu l'attaque de zone. Je pense que les Polonais ils vont pas pouvoir le tenir en homme à homme, ils vont certainement aller sur une zone, voire zone match-up. Il va falloir que là-dessus on ait des outils tactiques et collectifs et pas juste se dire ah faut être dans l'intensité. Erwan, question importante, tactique, est-ce que tu changes le 5 majeur? Je te pose la question pour un truc simple, parce que notre 5 majeur marche pas, hein, disons-le. Hein. Hier il met 25 points. Il met 25 points sur 69 avec Isaiah Cordinet qui a pas réussi à marquer hier soir. Contre la Slovénie, on se souvient de la stat, alors c'était pas 78 parce que Sylvain a mis le petit layup, c'était 80 points, donc le 5 avait marqué 15 points. Donc on a une faiblesse, notre 5 majeur, on n'arrive pas à lancer nos matchs. Sachant que, je l'ai pas dit aussi, mais dans le début de match face à Israël, à un moment donné, on mène de 10. Hein, on est bien au début. Donc est-ce que tu changerais le 5 majeur? Je pense qu'il faut peut-être certainement rééquilibrer un petit peu. C'est bien d'avoir un super banc, mais là le problème c'est que le banc est beaucoup plus productif que le 5 majeur. Même si encore une fois, je trouve que face aux Slovènes, on commence plutôt bien la rencontre. Face à Israël, on commence plutôt bien la rencontre. Même on a du mal en attaque. On sent bien quand même que je sais pas comment l'expliquer, mais il manque un truc en attaque. Tout se passe grâce à la venue des mecs sur le banc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime beaucoup que Sylvain sorte du banc. Oui, je suis d'accord. Donc tu confiance à Théo. Ça veut pas dire qu'il finit pas les matchs, hein, Sylvain. Ça veut pas dire qu'il a un plus petit temps de jeu. Mais je trouve que j'aime bien que Sylvain commence les matchs. Est-ce qu'à un moment donné, on met pas, même si Eli est habitué à sortir du banc avec Monaco, est-ce qu'on met pas Eli à la place d'Isaiah qui semble être un peu dans le dur sur ce début de compète pour avoir une création autour de Théo Malédon. C'est vrai que c'est le seul créateur, Théo Malédon, sur le 5 majeur, et on le sent un peu esselé et pas toujours très inspiré. Donc peut-être que l'associer à un deuxième arrière créateur aussi, ça peut rééquilibrer les forces. Vous nous dites dans les commentaires si vous iriez sur un banc un peu différent. Eli, on l'a vu commencer beaucoup de matchs en prépa. Alors c'était avec Mathieu Strazel. D'ailleurs qui manque. Soit dit en passant, dans un match comme ça là, on pense tous à lui. Hein. Mais hier sur l'attaque de cette match-up israélienne, je le vois derrière le banc, Mathieu, là, clairement. Alors, Sylvain a ses qualités à lui, de créateur, de mec à peur de rien, de très fort joueur d'un contre un. Mais clairement, sur ces attaques-là,
Mathieu associé avec Sylvain ou associé avec Eli, là ça manque. C'est lui justement qui a ce profil unique, un peu plus académique, c'est le plus académique de tous les arrières, c'est là où il nous manque énormément. On est tous plutôt d'accord. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous donnez aussi un petit score. Je sais qu'on est tous pour l'équipe de France, donc on peut imaginer que chacun d'entre vous pensera à une victoire de cette équipe de France. Tu veux rajouter un dernier truc t'as une dernière intuition, Freddy Fautouk, je sais pas ce que tu veux. Hier, on était tous déçus. Oui, je pense que Freddy donc, a connu sa première défaite avec l'équipe de France. Hier, on a tous été déçus des joueurs, de certains choix de coaching, de se faire out-coacher, ça fait toujours mal aux yeux. Maintenant, encore une fois, on a déjà connu des défaites et qui étaient bien plus compliquées que celle-là, avec des équipes qui étaient bien plus en avance, où il y avait Tony Parker, où il y avait Boris Dio, où il y avait Nicolas Batum. La construction d'une équipe, ça passe aussi par des belles victoires. C'était le cas face à la Slovénie. Ça passe aussi par des défaites qui font un deuxième trou du cul. Donc, ça fait beaucoup du coup. Hein. Ouais, ça fait au moins un trop, quoi. Ça fait certainement un trop. Après, à voir comment tu l'utilises. The Human Centipede. Donc j'ai envie de croire, avec tout ce qu'on a vu en prépa et sur le début de cet Euro, que cette équipe-là va réagir parce qu'elle a toujours réagi. Crédit à Stephen, bien sûr, parce que il avait vu venir dans le débrief du match face à la Slovénie. Il a dit attention à Israël. Vous savez, quand on a fait, on regardait le programme tous ensemble avant la compétition, on s'est tous dit bah oui, la Slovénie, on sait, mais on sait que ça va être le gros match à jouer. On sait aussi que ils sont très faibles. On avait surtout, entre nous, on s'était dit attention à Israël et attention à la Pologne. Il a balancé la Pologne. Voilà. Qu'il s'est moqué sur la Pologne. 1 sur 2, enfin 1 sur 1 sur le premier, mais on est à 50% de victoire, des bons pronos pour Stephen, s'il te plaît. On évite de se faire peur parce qu'après, c'est 3 équipes à 3-1. Hein. Ouais. Après, les gars, c'est chaud, hein, avec la Slovénie qui pourrait battre Israël aussi. On espère quand même qu'Alexar va revenir. Très important. Oui, exactement. C'était une précaution, c'est ce qu'on a appris. Tant mieux. Faut pas que ce soit plus que ça. Bon, il y a un autre mec, sans transition, bien sûr, qui va manquer le reste de la compétition, Erwan, c'est Bogdan Bogdanovic. Ça, c'est une tuile terrible pour les grands favoris de la compétition. Bogdanovic est là depuis 10 ans, il a tout connu avec la sélection, il est le capitaine. Il avait manqué à Berlin en 2022, on l'avait bien senti. Il est revenu l'année d'après, et comme de par hasard, sans Jokic, ils sont allés en finale de la Coupe du Monde. La médaille de bronze, bien sûr, au JO. Et il finit dans le meilleur 5. Hein. Il finit dans le meilleur 5. C'est un des meilleurs joueurs FIBA sur la planète. Est-ce que ça rebat les cartes pour les adversaires, les concurrents de la Serbie? Complètement. Et quand je dis les concurrents, c'est l'Allemagne, hein, parce que j'en vois pas d'autres pour l'instant. Les Serbes sont arrivés avec un statut de grand favori qui, pour moi, est complètement justifié au sortir des Jeux Olympiques et de ce qu'ils ont fait en prépa et de ce qu'ils ont sur le papier. La réalité, sur la première semaine de compète, c'est que les Allemands, eux, sont magnifiques. Vraiment. Il y a pas de fioriture, pas d'humour. Casse des gueules. Que les Serbes gagnent, certes, mais... avec beaucoup de suffisance. Mais beaucoup de suffisance. Des bons branleurs. Alors oui, ils ont des phases où ils jouent bien au basket autour de Jokic, c'est magnifique, mais ils défendent pas un cachou, ou pas assez en tout cas, pour être champion d'Europe. Et là, tu perds Bogdanovic, qui est ton capitaine, et qui pour le coup, lui, ses minima à Bogdanovic, ils sont très très hauts par rapport à la moyenne. Donc tu perds un mec qui est un exemple aussi d'attitude. Donc attention, tu gardes quand même le meilleur joueur du monde. Qui a mis 39 en représailles, hein, on l'a vu. Hein, mais est-ce que ça suffira face à l'Allemagne? Attention, donc cette première semaine d'Euro entre les prestations de l'Allemagne, la blessure de Bogdanovic et la prestation des Serbes, ça rééquilibre un petit complètement les cartes. On a l'impression que les Serbes avaient un petit peu d'avance. Pour moi, ils ne l'ont plus. Sachez que les deux équipes jouent aujourd'hui, si tu nous écoutes dans la soirée, mais en tout cas, il y a Allemagne, Grande-Bretagne aujourd'hui à 15h30 et la Serbie joue ce soir face à la République tchèque. Donc voilà, intéressant à suivre dans le groupe. Ils m'ont fait un passeport les Tchèques, je vais aller les dépanner un peu. Et je vais starter par contre. Hein. Bon, les dernières équipes invaincues au moment où on tourne. La Turquie qui nous régale, les Serbes qui sont dans le même groupe, hein, donc le Serbie-Turquie là qui va arriver de cette semaine. Contre Jokic, Baby Jokic face à Papa, ça va être super. Pourtant Papa Yanis n'est pas dans le groupe. La Finlande est toujours invaincue, Erwan. Et oui, Lauri Markkanen et son petit gars qui a mis le Tomar extraordinaire là, qui il va il va dans quelle fac déjà? Arizona, je crois. Ah, j'ai un doute. Arizona, c'est comme ça serait comme Markkanen, donc il y aurait une filiation finlandaise. Voilà, tout à fait. Sassou Saline aussi qui met des filoches. L'ancien, le joueur préféré de David Cosette. Ah oui? Tu te souviens pas, à chaque fois il adorait Sassou Saline? Non, je me souviens pas spécifiquement. La Grèce est toujours invaincue. Les Espagnols hier ont gagné fortement là face à la Bosnie et les Polonais donc toujours. Les Géorgiens ils sont bien chiés dessus. Hein. Je te le dis, regardez le match dans un match à la muerte. Mais encore une fois, un Euro c'est long, c'est dur. Tu déboules premier match, t'as les jambes fraîches, t'es excité et on l'a vu face à l'Espagne. Derrière mon gars, tu joues à 5, t'es un peu mèche courte. Un peu. Tu perds un peu bourrin aussi, hein. Ouais, un peu bourrin. Tu perds Bitadze
tu perds Bitadze sur, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas il a pas joué hier, ben en fait mon gars tu te retrouves très Parce que les Grecs, ils se sont fait détruire. Ouais. Il y a pas eu match, hein. Schengelia va pas mettre 35, hein. Pas tous les jours. Ouais, pas tous les jours, c'est même très rare, hein. C'était avant-hier la Bosnie, oui, bien sûr. Tom me dit ça. Il est très à cheval sur les programmes. C'est mon Tom, il est comme ça, il est un petit peu stressé. Bon, non, pas du tout. Pas du tout. Je regarde un petit peu les derniers... Fontecchio. Simone Fontecchio hier qui a mis 39. Oui, tu veux en parler, en dire un mot. Bravo. De toute façon... En voiture, Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Il y a un truc avec le basket international des dernières années, c'est qu'on voit des cartons qu'on voyait pas avant. Mais le basket, quand Tipeee mettait 30, c'était un truc de malade. Là, on voit 39, 40, machin. C'est notre basket, ça fait kiffer. Parce que les salles sont magnifiques. Quand on dit que le basket a changé quand même, alors ça passe par la NBA, mais la NBA influe sur le basket mondial. La preuve en est, t'as raison. En FIBA, avant, on mettait 30 points. C'était l'équivalent de mettre 50 en NBA. Oui, tout à fait. C'est plus le cas. C'est plus le cas et on continue donc nous à suivre. C'est une paire d'enculés quand même de mettre 39 contre la Bosnie en plus, voilà, avec une victoire des Italiens. Les Italiens ils font kiffer comme toujours de toute manière dans les compétitions comme ça. Ils nous régalent. Bon, on a été complet. Je voulais vous voir peut-être un dernier truc sur les matchs de demain. Quand je dis demain, c'est des matchs de mardi du coup, parce qu'en même temps on tourne lundi. Les matchs de demain, s'il y a des grosses affiches, bah oui, il y a un Bosnie-Grèce à 14h. Ah oui, c'est les matchs se jouent en même temps là. Belgique, Israël, bah ça nous concerne directement. Est-ce que les Belges peuvent faire un exploit? A priori non. Le Islande, Slovénie dans notre groupe aussi à 17h. Chypre, Géorgie, Italie, Espagne à 20h30 en même temps que notre équipe de France. Je le rappelle, le rendez-vous est pris vers 22h30, 23h vu le temps des matchs. On se retrouvera ici en direct pour débriefer ce match. Merci Erwan, c'était un plaisir de t'avoir. Régalade, c'est un plaisir de t'avoir. Tu m'as tous les jours. Non, je voulais juste te dire, si on peut arrêter les insultes racistes auprès des joueurs, voilà, ça nous ferait tous du bien. Hein. Merci à tous. Dans les tribunes, dans les commentaires. Merci. Parce que ce qui s'est passé avec Sylvain, c'est une honte. Ce qui s'est passé avec Dennis Schroeder, c'est une honte aussi. Donc, merci à tous les cons là d'arrêter de nous casser les couilles. On essaie quand même de faire du sport et de parler de sport en priorité. Merci à tous pour pour tous les messages qu'on reçoit. Si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, surtout pendant les phases internationales. Je sais que ça vous plaît tout particulièrement. À demain, Erwan. Allez les Bleus, ciao.